On laisse de côté les bases de l'état de nature puis du contrat social aujourd'hui. On plonge directement dans la grande finale du Léviathan de Thomas Hobbes. On va décortiquer son verdict ultime sur ce qui fait qu'un État survit ou s'effondre complètement. Au menu pour cette synthèse, on regarde d'abord le pouvoir souverain indivisible, ensuite la réconciliation entre Dieu et l'État, ce que Hobbes appelle les maladies de la République, le danger du zèle privé, et on termine avec son verdict final. Fait que, qu'est-ce qui arrive quand la conscience d'une personne entre en collision avec la loi publique? C'est vraiment la question centrale qui hante la fin du chef-d'œuvre de Hobbes. C'est le nœud du problème. Si on décide tous de suivre notre propre petite boussole morale au lieu de la loi de l'État, bien, qu'est-ce qui reste de la société? Section 1. Le pouvoir souverain indivisible. Pour répondre à cette fameuse question, on doit bien comprendre la position finale de Hobbes, et elle est radicale. Pour qu'une société survive, le pouvoir souverain peut juste pas être limité ou divisé. C'est tout ou rien. Selon lui, diviser l'autorité, c'est comme mettre le feu aux poudres. Ça nous ramène direct au chaos de l'état de nature. Donner un bout de pouvoir à un groupe, puis le reste à un autre, c'est littéralement la recette pour une guerre civile. La souveraineté, on s'entend, c'est pas une tarte qu'on peut couper en pointe. Les sens sont très clairs sur les droits absolus qui doivent rester entre les mains du souverain. Le souverain, c'est le seul juge de ce qui est nécessaire pour garder la paix. Il ne peut pas être puni, il ne peut pas être accusé d'injustice par la population, et c'est le seul et unique législateur. Pourquoi donner tout ce pouvoir-là? Bien parce que contester ces droits-là, c'est créer un deuxième pouvoir. Et à la seconde où deux pouvoirs s'affrontent, la sécurité de tout le monde prend le bord. On passe à la section 2, réconcilier Dieu et l'État. Là, on touche à la plus grande menace historique pour le pouvoir absolu. Hobbes explique que si on permet à une soi-disant autorité spirituelle de décider de ce qui est un péché, on se retrouve dans un scénario impossible. Il appelle ça l'autorité fantôme. Mettons qu'un chef religieux dit qu'une action est un péché, mais que le gouvernement exige cette même action par la loi. On se retrouve forcé d'obéir à deux maîtres en même temps. C'est un aller simple vers la destruction de l'État. Fait comment on règle ce casse-tête-là? La solution de Hobbes est d'une précision chirurgicale. Il trace une ligne super claire entre la croyance intérieure et les actions extérieures. Nos pensées intimes, ça, c'est libre puis invisible. Il n'y a aucun tribunal humain qui peut contrôler ça. Mais nos actions externes, incluant la façon dont on pratique notre religion en public, ça doit absolument se soumettre au souverain. C'est la façon brillante dont Hobbes vient soumettre l'autorité religieuse à l'autorité civile. Pour lui, aller prêcher sur la place publique contre les lois de l'État en invoquant la religion, c'est pas un acte de foi héroïque, pantoute. C'est de la rébellion, pure et simple. Pour garder la paix sur Terre, il y a juste de la place pour un seul juge suprême, puis c'est le représentant de la République. Section 3. Les maladies de la République. Et c'est justement ce refus de se plier à un pouvoir unique qui crée de graves problèmes. Hobbes utilise carrément un vocabulaire médical. De la même façon qu'un corps humain peut être ravagé par la maladie, un État peut mourir de défauts structurels internes. Ces maladies-là, elles viennent surtout du poison de ce qu'il appelle les doctrines séditieuses qui se mettent à circuler dans le peuple. Le texte dresse une liste des illusions qui sont fatales pour la stabilité d'un pays. Une des pires, c'est de croire qu'en tant qu'individu, on a le droit de juger par nous-mêmes de ce qui est bien ou mal. Il y a aussi cette idée dangereuse qui dit qu'agir contre sa propre conscience, c'est un péché. Dès que la population se met à débattre des lois en se basant sur ses opinions personnelles ou sur des révélations surnaturelles, la République s'affaiblit inévitablement, puis elle finit par s'effondrer. Le point crucial ici, c'est que dans un État qui fonctionne pour de vrai, la loi publique doit remplacer à 100% le jugement privé sur la moralité. Sans cette loi commune, on se ramasse avec autant de définitions du bien et du mal qu'il y a de monde, ce qui nous ramène direct au chaos. La loi civile, ça devient la seule vraie mesure universelle. Ce qui nous amène à la section 4, le danger du zèle privé. Dans sa conclusion, Hobbes lance un avertissement super clair sur le danger de vouloir faire justice soi-même. Il condamne fermement ceux qui justifient la violence par leur ferveur religieuse ou leurs idéaux personnels, ce qu'il appelle le fameux zèle privé. Cette illusion-là pousse les gens à croire que, vu que leurs intentions sont soi-disant pures, ils n'ont pas besoin de respecter les lois de l'État. Pour démonter cette idée, l'auteur s'appuie sur un exemple biblique qui frappe fort, l'histoire des Lévites qui punissent les adorateurs du veau d'or avec une violence inouïe. Faut savoir qu'à l'époque de Hobbes, les fanatiques du zèle privé utilisaient souvent cet exemple-là pour justifier leur propre révolte. Mais Hobbes revient leur argument de bord en rappelant un fait historique majeur du texte. Les Lévites n'ont pas agi de leur propre tête. Ils ont agi sur l'ordre explicite de Moïse, et Moïse y représentait le pouvoir civil suprême.
Selon la logique de Hobbes, même ces actes bibliques de violence, soi-disant zélés, ils étaient strictement ordonnés par le souverain. Se faire justice soi-même, ça tient juste pas la route. Section 5, le verdict final de Hobbes. Après avoir balayé toutes les excuses possibles pour la désobéissance civile, la boucle de sa philosophie est bouclée. Ce qu'on doit retenir de cette explication, c'est la logique implacable de Hobbes. Pour sauver de la misère d'une guerre sans fin, la souveraineté doit rester indivisible. L'obéissance religieuse et civile doit fusionner sous une seule et même autorité. Et notre conscience privée, elle peut jamais servir d'excuse pour se rebeller. Pour Hobbes, l'alternative à l'obéissance absolue, c'est pas la liberté, c'est la destruction totale de notre société. Cette plongée dans la conclusion du Léviathan nous laisse vraiment sur une réflexion intemporelle. Même si nos sociétés d'aujourd'hui sont bâties complètement différemment, le cœur de son avertissement résonne encore. Il y a toujours cette tension énorme entre nos convictions les plus profondes et le besoin absolu de maintenir la structure de notre État. Un État peut-il réellement survivre si on décide tous de suivre uniquement notre propre petit jugement personnel sur ce qui est bien ou mal? C'est une méchante bonne question sur laquelle méditer.